Alors, nous allons essayer de comprendre maintenant comment, avec le séquençage du génome, on a la possibilité d'établir des liens de parenté. Alors, pour établir des liens de parenté, il faut s'assurer que la partie d'ADN que nous étudions, les mutations que nous allons étudier, vont bien être transmises de génération en génération, donc de père en fils ou de mère en fille. Ici, pour avoir cette certitude-là, on étudie les nucléotides qui sont présents sur le chromosome Y. Comme ça, on a l'assurance qu'on a une transmission du père au fils, puisque il est systématiquement, c'est obligatoirement ce chromosome-là qui est transmis au fils. Donc là, on est sur une lignée paternelle. On aurait pu aussi étudier une lignée maternelle, mais pour ça, il aurait fallu étudier l'ADN que l'on trouve dans les mitochondries. Les mitochondries sont des organites que vous avez étudiés l'année dernière en seconde. Ces organites possèdent à l'intérieur des morceaux d'ADN qui est propre à la mitochondrie. Et donc ce morceau d'ADN varie avec des mutations éventuellement et va être transmis de la mère à la fille cette fois, puisque les mitochondries sont présentes dans les ovocytes, donc dans les ovules, mais n'est pas transmis par le père. Donc là, on aurait une lignée maternelle avec la transmission des mitochondries de mère en fille. Et donc en étudiant l'ADN présent à l'intérieur des mitochondries, on peut également établir des liens de parenté. Alors, prenons ici des mutations qui ont lieu sur le chromosome Y dans différentes populations. On a un groupe appelé C qui va posséder ces mutations-là sur le chromosome Y, un groupe appelé D qui possède ces mutations-là, un groupe appelé E avec celle-ci, etc. Notre objectif est de fabriquer un arbre qui permette de relier chacun de ces groupes avec des liens de parenté plus ou moins proches. Alors, on commence toujours par la mutation que tous les individus possèdent. Ici, on voit que c'est M168 qui est présent chez tous les individus de chacun des groupes. Donc, on sait qu'on va commencer notre arbre avec cette mutation-là qui est commune à tout le monde. Donc, la première branche, c'est tous les individus qui possèdent la mutation M168 sur le chromosome Y. Ensuite, on voit que dans les groupes, il y a des différences. Certains qui possèdent cette mutation-là vont avoir la mutation 145 et ceux qui ne possèdent pas cette mutation 145 ont donc obligatoirement la mutation P143. Ici, c'est soit, là on voit qu'on a une complémentarité entre ces deux-là et CFGH. On va donc avoir, à partir de cette mutation 168, deux mutations différentes qui apparaissent, la M145, et ceux qui n'ont pas la M145 ont une mutation P143. Parmi les individus qui possèdent cette mutation M145, eh bien on voit que certains n'ont pas acquis d'autres mutations supplémentaires sur leur chromosome Y. C'est l'aplogroupe E. Tous les individus appartenant à cette population-là vont avoir cette mutation-là qui est présente. Mais certains vont également avoir acquis une mutation supplémentaire, la M174, et eux appartiennent à l'aplogroupe D. Parmi les individus qui ont cette fois acquis la mutation P143 et qui n'ont donc pas la M145, on se situe donc chez ces haplogroupes-là. Certains vont avoir acquis la mutation 130, alors que les autres auront acquis la mutation M89. Donc ceux qui ont acquis la mutation 130, on remarque que parmi les nucléotides étudiés, il n'y a pas d'autres mutations sur le chromosome Y, c'est l'aplogroupe C. Par contre, chez M89, on a effectivement l'aplogroupe F qui n'a pas subi d'autres mutations, mais les deux autres haplogroupes possèdent des mutations supplémentaires. Donc on va avoir la mutation F1329 qui correspondra à l'aplogroupe H,
et l'acquisition d'une mutation encore supplémentaire avec M201, qui correspondra à l'aplogroupe G. Donc là, si on reprend cet arbre, on voit alors que l'ancêtre le plus éloigné avait seulement cette mutation-là et que les groupes D et E sont plus éloignés de l'ensemble de ces haplogroupes-là, puisque l'ancêtre commun qu'ils ont remonte à cette branche qui est ici. Alors que D et E, eux, vont avoir un ancêtre commun qui se situe dans cette zone-là. Même chose, on aura des ancêtres communs plus récents entre G et H, qui ont un ancêtre commun ici, que entre G et C, qui ont des ancêtres communs qui remontent à ici, puisqu'il faut remonter à avant ces mutations-là. Voilà pour l'explication de cet arbre et donc la mise en place des liens de parenté qui peuvent être étudiés. Si on regarde maintenant ce document-là, on voit que sur le même principe, le M168, ici on a les différents haplogroupes qui ont été créés de la même manière avec des couleurs qui vous sont représentées. Et bien si on regarde où géographiquement se trouvent les différents haplogroupes que nous avons étudiés et le pourcentage des populations, le pourcentage d'haplogroupes que l'on trouve dans les populations, eh bien on peut recréer une histoire évolutive de l'homme où on voit que les haplogroupes rouges, par exemple, sont en plus grande fréquence dans le secteur Afrique de l'Est. Et donc, on peut penser que c'est l'origine, l'aplogroupe A, a pour origine cette zone géographique. Par contre, si on regarde l'aplogroupe rose ici, qui correspond à l'aplogroupe O, est présent avec une très très grande fréquence dans la zone plutôt Asie, et on retrouve un petit peu de rose après un peu plus tard, mais vraisemblablement que l'origine de cet haplogroupe se situe ici, en Asie. Il a donc accumulé un certain nombre de mutations qui se situent dans ce secteur-là. Donc voilà, on va pouvoir après retracer les différents courants migratoires en étudiant ces différents haplogroupes et en regardant dans quel sens quels sont les plus anciens haplogroupes par rapport aux mutations. Et ici, on voit que celui qui est l'ancêtre commun, qui se situe ici, à tous les haplogroupes qui sont là, celui qui est le plus proche, c'est-à-dire celui qui a accumulé le moins de mutations, ça correspond à cet individu-là, en rouge, les haplogroupes rouges A. Et donc, ça veut dire que l'ancêtre à tout cela devait se situer très certainement dans ce secteur-là. Et ça correspond aux traces fossiles que nous avons trouvées correspondant à l'espèce humaine. Voilà pour avoir une petite idée de comment, grâce à la génétique, on peut également retracer l'évolution de l'homme et les mouvements migratoires de l'espèce humaine à travers les temps.